échange tout à fait informel de ce que nous avons vu. Donc vous avez vu le voyage. Emmanuel Carrère, tu vas faire un voyage comparable avec nous à Kherson avec le même minibus. Donc peut-être que ma première question va s'adresser à toi. Voilà les impressions les plus spontanées que tu as eues en regardant ce film. Les micro-fonctions. Celui qu'on a fait ensemble, ça n'était pas le voyage suivant par rapport à ça. Celui-là, il est passé l'été à peu près. D'accord. Et vous en avez fait plusieurs entre-temps? Oui, nous en avons fait quelques-uns. Parce que ma question, c'est, votre rythme, c'est quoi? C'est à peu près une fois par mois? À peu près, oui. À peu près une fois par mois. Bon, ben moi, j'ai ressenti comme une grande chance de pouvoir participer à ce voyage de 4 jours dans la région de Kherson et dans des villages très, c'était assez proche de ce qui est montré là. C'était grâce à vous, c'était vraiment. Moi, je suis très frappé par votre démarche qui est double, qui est à la fois vous apportez des choses, vous apportez des livres, des médicaments, des choses comme ça, et puis il y a ce travail de documentation que vous faites en interrogeant les gens, en gardant trace sous la forme de ces documentaires. Et voilà, moi j'ai grâce à vous assisté à des moments tout à fait bouleversants, notamment un de ceux qui m'ont le plus frappé, ça a été dans un village comme ceux qui sont montrés là. Je ne sais plus comment s'appelle ce village, mais on était à l'école. Il y avait. Pakrovsk, là. Voilà. Ça, c'est Blagodat. Ah, tu parles de l'école. C'est ça, voilà. Où il y avait l'école, où il y avait la directrice de l'école, je pense 2 institutrices et sinon des mères d'élèves. Enfin, c'était des femmes. Il y avait 8 ou 9 femmes qui ont parlé pendant. Au fond, qu'on a écouté parler pendant plus d'1 heure, je dirais, avant qu'elle nous offre un borscht absolument magnifique. Mais alors, je regrettais de pas pouvoir tout comprendre, même si toi, tu me traduisais un peu. C'était Volodymyr qui traduisait. Toi, pardon, excuse-moi. C'est parce que comme c'était l'un ou l'autre, c'était. Mais d'ailleurs, j'ai très envie de voir le documentaire qui est sorti de notre équipée ensemble, parce que tout simplement, il y a des choses que j'ai pas pu comprendre ou mal comprendre et que je verrai certainement d'un autre œil, à la fois parce qu'il y a la distance aussi et puis que tout simplement, il y a des choses que je comprendrai mieux que je ne les avais comprises. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été une expérience absolument précieuse et que j'aimerais beaucoup renouveler si vous m'y conviez. Voilà. Merci Emmanuel. Donc bien sûr on va faire l'autre film. Donc Alexis a filmé le film, nous allons monter le film, Alexis va traduire, donc tu pourras comprendre ce qui était mal traduit par Volodymyr ou par moi, parce qu'on n'a jamais eu le temps de traduire. Sauf que ça ne sera pas exhaustif, si tu veux, forcément, ça sera monté. Ça sera monté. Je dois dire que si je pouvais avoir une espèce de verbatim de cette heure pendant lesquelles ces femmes ont parlé, je trouverais ça formidable. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas tout avoir. Oui, donc il y a le même principe, c'est que, en fait, là, dans ce film que vous venez de voir, on parle à des victimes, vous avez bien compris, il s'agit d'un couple, donc ce maire par intérim, on appelle comme ça Mykola, et sa femme qui nous raconte, on voulait le voir, mais on la voit parce qu'il était ailleurs, elle nous raconte, en fait, on a beaucoup coupé, elle a parlé pendant 1 heure, elle a raconté toute cette histoire des 2 arrestations de suite, toutes les cruautés, les tortures, après comment leur petit-fils a vécu cela, donc tout ça, c'est important. Olivier, je m'adresserai à toi. Toi, tu connais plusieurs guerres, tu as couvert plusieurs guerres. Qu'est-ce que ça te dit? Tu as entendu tout le récit de victimes, en quelque sorte. Qu'est-ce que ça te dit? Quelle serait ta réaction? D'abord, c'est un beau film, merci de nous le montrer. Puis c'est un film de témoignage, c'est un film aussi pour la mémoire, pour l'histoire. Et moi, je suis frappé de ressentir dans le film, et donc c'est déjà un acquis par rapport à ma modeste expérience, mais ce que j'ai vu en Ukraine en ayant passé 1 mois l'an dernier, donc en mars et en avril, c'est cela. Donc évidemment, une très forte résistance
des forces militaires en général, hein, des forces territoriales, armées régulières, etc. Et puis deuxièmement, et ça c'est original pour moi, parce que pour avoir couvert une vingtaine de guerres ou de conflits armés ou de guérillas, pour avoir vécu avec quelques-uns de ces mouvements armés ou mouvements de guérilla, j'ai rarement vu, je ne vais pas comparer, donc je ne donnerai pas de nom, mais j'ai rarement vu d'abord une telle détermination, et puis deuxièmement surtout cet échange, on va dire, entre les lignes de front et l'arrière, l'organisation, bah, c'est ce que vous faites aussi. Hein, donc chaque petit geste est important, et donc il y a un maillage, il y a une organisation collective, une intelligence collective qui sont très très importantes, et je le ressens dans le film, parce que même si c'est évidemment, et tant mieux, c'est juste un endroit très déterminé, ou à 2-3 endroits très déterminés, voilà, moi j'ai l'impression de ressentir ce que j'ai ressenti donc l'an dernier. Et puis j'espère que ça va durer, parce que c'est original, et puis bien sûr c'est une cause juste, on est là aussi pour nous modestement essayer de témoigner, de rapporter des choses, et merci encore à vous deux, à toutes les équipes hein, du Pen Club et autres, de nous avoir accueillis. Donc voilà, on sent que la détermination est là. Quand je dis qu'il y a un travail de mémoire, voilà, j'espère que ça sera aussi une mémoire positive. Il ne faut pas qu'on oublie, il ne faut pas que nous on oublie non plus. Donc voilà, il y a des ponts qui sont lancés, et je crois que c'est le plus important. Merci Olivier. Je me permets de m'adresser à l'autre Olivier Truc. Toi, tu es journaliste dans le monde, tu voyages beaucoup, tu as beaucoup couvert la région de Kherson, la région de Zaporizhia. Tu travailles sur des histoires très, très, très douloureuses aussi, des civils qui ont vécu l'occupation, la libération, ce que s'ensuit aussi après Kakhovka. Nous voyons dans ce film le Moufti Saïd qui nous parle. Nous, en fait, on se retrouve à Konstantinivka, mais elle parle de cette petite équipe de 3 personnes qui voyagent, elle dit Zaporizhia, après il dit au sud, c'est-à-dire qu'ils envoient des équipes pour des blessés là-bas. Donc voilà, quelle serait ta réaction par rapport à ce que tu as vu? Il y a sans doute des parallèles avec ton expérience, rien que ce niveau de destruction qu'on constate à l'Est, qui est tout à fait comparable par rapport à ce que tu as sans doute vu au sud. Moi, d'abord, pour rebondir sur ce que disait Emmanuel maintenant, mais ce qu'il nous a raconté aussi de son voyage avec vous dans la région de Kherson, et après avoir vu le film d'Olexeï, c'est que d'abord, d'un point de vue très, très personnel, j'aurais envie de vous suivre aussi sur le terrain comme ça, parce que je pense que vous êtes des ouvreurs de portes, des passeurs de témoignages comme ça formidables par votre approche. Et voilà, donc c'est un appel du pied de ma part. Mais dans le film d'Olexeï, et là aussi pour rebondir sur ce que disait Emmanuel, j'étais touché particulièrement par le témoignage de cette femme qui racontait la torture dont avait été victime son mari, et l'histoire avec son petit-fils. Parce que, comme on disait, de fait, une des histoires sur lesquelles je travaille depuis l'année dernière, justement l'histoire d'une jeune femme de Zaporizhia qui essayait d'aller chercher son neveu, qui était dans la région de Kherson, à l'époque où la région de Kherson était encore occupée. Il y a toute une histoire autour de ça qui m'a beaucoup touché, et l'histoire de ce neveu, justement, jusqu'à aujourd'hui, le traumatisme d'avoir vécu sous l'occupation russe. Je ne sais pas ce qui s'est passé, et cette jeune femme qui est allée chercher son neveu, à l'époque ne le savait pas non plus, mais toujours est-il qu'il était devenu silencieux. Je pense que c'est vraiment le genre d'histoire que j'ai envie de suivre, de raconter, et comme le disait Olivier, nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? C'est écouter, raconter, hein, c'est ce qu'on sait faire, on essaye de faire en tout cas. Écouter, raconter, témoigner, donner la voix à ceux qui ne l'ont pas, aussi traduire pour que les choses qu'on constate ici, que ça passe un peu les frontières, et qu'il n'y a pas que les Ukrainiens qui constatent tout cela, mais qu'il y ait quand même cette voix qui est amplifiée à l'étranger, que ce soit en France. Ce film est d'ailleurs traduit en anglais aussi. Il est diffusé dans la chaîne YouTube de Ukraine World
Internews Ukraine, là où travaille Volodymyr. Donc il y a 2 versions de ce film, anglaise et française, donc qui amplifient, comme on espère, ce message voilà, qu'on veut passer. Je m'adresserai finalement aussi à Denis et d'abord et à Yanis ensuite, et la question serait un peu autre. Elle porterait sur la poésie. Denis, on te connaît comme poète. Hier d'ailleurs, nous avons tu avais récité tes poèmes, une petite sélection de 10 poèmes à Kharkiv, dans le festival 5e Kharkiv, de ton recueil qui s'intitule Déchitecture. Et donc, on entend dans ce film, le poème de Katerina Kaletko. D'ailleurs, on la voit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette femme qui était en habit un peu khaki, c'est pas khaki, c'est du civil, mais elle était avec nous durant ce voyage. Et pourquoi nous avons inclus son poème? C'est parce qu'elle était présente, donc c'est une poète qui est aussi elle-même volontaire, qui part avec nous, souvent, de temps en temps, quand elle le peut, dans les voyages. D'ailleurs, elle devait être avec nous, Emmanuel, lors de notre voyage à Kherson. C'est tout simplement parce qu'il y avait cette dictée nationale. Elle a écrit le texte pour la dictée nationale voilà, donc elle ne pouvait pas être physiquement présente. Mais cette fois-ci, elle est là, et donc elle a lu ce poème à l'occasion d'un voyage précédent. Et donc ma question à Denis, enfin je viens à ma question, est-ce qu'à ton avis, voilà, la poésie, donc déjà peut-être ton avis sur cette poésie, et surtout là, est-ce que la poésie, elle a le pouvoir, pas uniquement artistique, hermétique, mais aussi un pouvoir de toucher ou de changer aussi la réalité, puisque Katerina, elle parle dans ce poème des drapeaux sur les cimetières. Elle parle aussi du fait qu'il n'y a rien de plus amer que les funérailles sous la pluie, donc des choses qui parlent de la réalité qui est là. Et donc voilà ma question à toi, comme poète, est-ce que la poésie a ce pouvoir à ton avis? Oui, je pense que la poésie, elle transcende les moments difficiles. Donc le deuil fait entièrement partie de l'expérience humaine. La mort, on s'y confronte très tôt et il faut la traiter. Je pense que l'art en général est un médium idéal dans la mesure où, justement, des fois, eh bien, on ne trouve pas les mots, on se trouve dans un, je dirais, no man's land émotionnel. Et c'est ça qui m'a marqué ici. Parce que moi, j'étais dans un no man's land émotionnel. Elle arrive dans un lieu, elle n'a pas subi ce que les victimes ont subi. Elle se trouve dans un no man's land émotionnel et elle le traite dans son poème. Et on sent qu'il y a quelque chose, on perd pied. Et quand on perd pied en tant qu'être humain, c'est toujours très difficile. Parce qu'on a besoin d'une certaine forme de stabilité émotionnelle. Et donc, voilà, pour répondre à ta question, effectivement, je pense que l'art, en général, transcende les moments les plus difficiles et qu'il faut traiter ces questions qui sont humaines, tout simplement, mais de surcroît philosophiques. Merci, Denis. Et Yanis, la dernière question. À toi, on te connaît comme bien sûr poète, écrivain, mais aussi volontaire. On sait que tu avais fait des voyages outre mais comparables à ce que nous avons fait, ce que nous avons filmé dans ce film. Et donc, est-ce que tu relèves toi aussi quelques parallèles avec ton propre expérience, y compris en Ukraine? Ah oui, mais ce qui me frappe bien l'année dernière, le voyage, et aussi ces films, c'est que je vois des gens qui ont eu cette expérience extrême, le projeté de la mort, la torture, mais la manière de raconter, c'est presque quotidienne, comme cette femme, et spécialement cet homme qui a survécu à la torture. Il raconte sans dramatisme, ce que cette expérience extrême n'a pu rien changer dans la manière de percevoir le monde. Je crois que c'est vraiment l'esprit indestructible. Je n'ai vu pas de désespoir. Mais aussi l'année dernière, on est arrivé c'était juin, à Novaya Rogagne, près de Kharkiv. Et nous, tous les groupes, on portait des gilets en blindés. Et aussi, il y avait un soldat qui garde le territoire, aussi un gilet, un casque.
Et juste à côté, il y a cet homme local qui porte maïka, un t-shirt, et il promène dans la ruine de son maison et il ramasse ce qui reste de sa collection de compotes. Mais tous ces mouvements, ce sont sans dépêche, sans stress, qu'il continue sa vie. Mais bon, c'est bien sûr, ce sont des impressions courtes que j'ai eues, mais ça me frappe vraiment ici. Ils ont cette force pour continuer de vivre comme ils sont habitués. Ouais. Oui, merci Yanis. Il y a toujours cette... il y a même, je dirais même, on est un peu mal à l'aise. On était d'ailleurs commenté à Kherson quand on commence à mettre les gilets pare-balles et des casques, c'était la semaine dernière, et puis on va voir des civils, et puis à côté il y a des civils qui se baladent comme nous avons rencontré cette jeune femme dans le district Korabel à Kherson qui était dans son manteau. Et elle racontait cette histoire, on était frappé par son histoire. Imaginez Korabel qui avait passé et par le feu, parce qu'il est bombardé en permanence, et aussi par l'eau, parce que c'est justement cet arrondissement qui était couvert par l'eau pendant 12 jours en juin. Et donc il y a cette dame-là qui dit, et on lui pose la question, mais qu'est-ce que vous faites ici? Et sa réponse est, moi, et je suis ici parce que je prends soin d'une dame qui a 99 ans. Elle nous montre, elle habite dans cet appartement-là et c'est son petit-fils qui me paye pour que je vienne un jour sur deux pour les soins. Cette dame de 99 ans, elle ne bouge plus, elle est au lit. Et il n'y a plus de famille sauf ce petit-fils qui habite en Allemagne. Et donc, il envoie de l'argent pour cette femme et sans doute une autre femme qui vient d'autres jours. Et donc, dans l'appartement, je vois tout de suite qu'il n'y a plus de vitres, hein, parce qu'il y a des bombardements, donc il n'y a plus de vitres, il y a c'est couvert. Et elle raconte son histoire, et moi, elle dit, et moi j'habite, je lui pose, est-ce que vous habitez? Elle dit, moi j'habite tout à côté de Dniepr, donc tout en bas, c'est l'endroit qui bombardait vraiment tout le temps, avec ma mère de 85 ans, et donc voilà, je viens travailler ici, c'est moins dangereux ici, avec cette dame de 90 ans. Et ce qui me frappe, je me rappelle que déjà, elle porte rien du tout, nous on était un peu stressés avec des casques, avec des gilets, donc on se dit, et donc il y a des détonations quand même, tout le temps, il y a quelque chose, c'est loin, mais on entend. Donc on est quand même un peu stressé. Elle est toute sourire. Cette dame-là, elle nous dit que voilà, c'est un très beau jour d'octobre encore. Elle dit que, mais vous savez, je suis convaincue que madame là, ma mamie, elle va survivre cet hiver. Elle va survivre cet hiver. Et vous savez, je suis convaincue que la victoire, elle sera la nôtre. Et donc c'est tellement frappant que un grand sourire charmant, voilà, un regard sans nuage, voilà, c'est hallucinant de voir des civils comme ça. Et là, quand on voit des gens comme ça, on croit que oui, tout est possible. On est très souvent, nous aussi, frappés par la force de civils que nous rencontrons lors de ces voyages. C'est peut-être une des raisons pourquoi nous partons aussi souvent, c'est parce que on revient toujours de ces voyages avec beaucoup plus de motivation, n'est-ce pas ? Avec beaucoup de motivation de continuer, parce qu'on voit une force incroyable. Tu veux dire quelque chose? Oui, non, très rapidement, parce que moi, il y a deux images qui me reviennent de ce séjour l'an dernier, où j'étais sur plusieurs lignes de front. Pour ce livre, c'est un tout petit livre qui s'appelle « Naissance d'une nation européenne », tellement que j'étais... comment vous, les Ukrainiens, vous m'avez convaincu de cette appartenance aux valeurs de l'Europe. Et Nikopol, la ville qui est bombardée actuellement d'ailleurs en face de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, il y a le fleuve, on est sur la ligne de front, il y a des maisons qui sont protégées parce qu'il y a comme une berge qui empêche l'eau quand il y a des inondations de déborder, et donc les gens vivent là, ils sont sous le feu là. De la part des Russes, et il y a une femme qui est là, qui est assez âgée, qui cultive encore son jardin, qui est une ancienne chef économiste d'une grande entreprise en Ukraine. Alors je dis, mais vous ne pouvez pas partir? Non, je ne veux pas, je veux rester là. Je pourrais partir, j'ai de la famille ailleurs, y compris du côté de la Russie, je ne veux pas, je reste là. Et elle cultivait son jardin sous cette espèce de talus de terre, et derrière il y avait le Dniepr. C'est une image incroyable. L'autre image, c'est... il y avait quelqu'un qui est devenu un ami, je n'ai pas le temps de le revoir à Kharkiv parce qu'il était en déplacement hier. C'est un professeur d'école qui a créé une école privée à Kharkiv. Et il est parti mettre
sa famille à l'abri en Pologne, ses 2 filles et sa femme. Et il est revenu, on a dormi chez lui avec mon ami et puis le chauffeur de la voiture. Et je lui dis, mais il s'appelle Alexander. Pourquoi Alexander, tu n'es pas resté en Pologne? Il dit non, je suis resté pour mes fidèles. Je dis, ah bon, tu as des fidèles? Oui, je suis pasteur d'une église protestante au bout de la rue, et ces fidèles ont peur, donc je reste pour eux. Et c'était extraordinaire, parce que lui avait peur aussi, on a été bombardés plusieurs nuits, etc. C'est un quartier assez proche du périphérique, et il restait là. Et vous savez comment il protégeait sa maison? Les vitres, au lieu de mettre des scotch, il mettait un petit peu de scotch, mais il mettait des livres. Et il avait récupéré 2 types de livres, des romans policiers, il y avait même Da Vinci Code, c'était assez drôle, et puis des missiles, et puis la Bible, et donc il y avait des centaines et centaines de livres. Et voilà, je pense effectivement que l'art aussi peut nous aider à nous protéger, mais aussi à faire passer des messages. Et voilà, c'est deux portraits pour moi qui ont été extraordinaires, que j'ai mis dans le livre, parce que ça montre votre détermination, votre résistance, et on veut vivre là quand même pour s'aider les uns les autres, ou parce que aussi simplement on veut dire qu'on ne fuira pas, et ça c'est très important. Hein. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, partager un souvenir. Non. Bon, on va terminer là. Je vais tout simplement dire que les voyages comme ça, ils vont continuer. Alexis va continuer à tourner les films, donc vous pouvez tout aussi bien être dans cette équipe-là si vous exprimez votre volonté de nous accompagner. Les voyages sont réguliers, on continue ce qu'on peut faire. C'est très modeste, c'est une goutte dans l'océan, mais on n'a pas d'autre choix. On va continuer à amener des voitures, à voyager avec PEN Ukraine, documenter, etc. Et donc vous êtes, tout le monde est bienvenu de joindre, comme ça on aura des expériences à partager. Je vous remercie de cet échange très amical, très informel. Et donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.